quelles sont les causes plus profondes de ce mouvement, de cette contestation? Et finalement, le projet de Taksim, il rentre aussi là-dedans, c'est-à-dire dans cette logique un peu de capitalisme libéral, un peu sans contrôle, et cette espèce de fierté qu'ont les autorités turques de montrer la croissance du pays, qui est une croissance qui contraste évidemment avec la récession, la dépression européenne. Et c'est très symbolique de voir qu'à la fois ce projet immobilier à Taksim, c'est à la fois de construire un mall, alors qu'il y en a déjà énormément à Istanbul, mais le symbole de la consommation et de la culture de consommation qui gagne la Turquie. Et puis aussi un projet en fait de reconstruire un ensemble ottoman qui avait été détruit. Donc on a aussi cette espèce d'obsession néo-ottomane qui fait partie aujourd'hui du soft power du gouvernement turc dans sa politique d'influence dans son voisinage. Est-ce qu'il y a une remise en cause profonde au sein de la société du pouvoir islamo-conservateur en place depuis 2002? En fait, ce dont on se rend compte, qu'on savait déjà, mais qu'on avait un petit peu oublié peut-être ces dernières années, où l'opposition était très peu unie et se faisait très peu entendre, c'est qu'on a des clivages extrêmement forts au sein de la société turque. Et ce qui a mis le feu aux poudres cette fois-ci, c'est une succession de décisions du pouvoir dont on a le sentiment qu'elles grignotent les libertés individuelles, et particulièrement la décision de restreindre la consommation d'alcool, l'achat et la consommation d'alcool, qui est une décision toute récente, et ça a vraiment mis le feu aux poudres parmi la frange libérale de la population stambouliote, et puis surtout les jeunes. On voit beaucoup de jeunes éduqués, de jeunes étudiants. On parle régulièrement, depuis 2002, de l'islamisation rampante de la société turque. Est-ce une réalité ou est-ce que c'est un fantasme? C'est une réalité dans la mesure où il y a aujourd'hui une petite classe moyenne émergente qui est assez conservatrice sur le plan des mœurs, qui est attachée à sa religion, et où finalement ces normes sociales sont en train de se diffuser un peu partout. Et quand le Premier ministre répond aux manifestants en disant « de toute façon nous allons construire une mosquée à Taksim », bon, c'est pas uniquement rhétorique, c'est pas uniquement une provocation rhétorique, c'est quand même une affirmation symbolique qui est extrêmement importante et qui est plus que symbolique. C'est à nouveau restaurer la présence de la religion sur une place qui est une place qui historiquement a vu beaucoup de mobilisation en Turquie, et en l'occurrence la mosquée serait mise à la place probablement d'un vieux centre culturel. La Turquie est un État depuis Mustafa Kemal de tradition laïque avec une stricte séparation de l'État et des religions. Est-ce que selon vous on assiste à un renversement de l'histoire? En réalité, la Turquie de Mustafa Kemal Atatürk, elle a toujours été très ambiguë vis-à-vis de la question religieuse, puisque finalement l'islam sunnite a aussi été utilisé comme une sorte de force de rassemblement. On considère qu'il fait partie de l'identité de la nouvelle Turquie quand elle est fondée, quand la République est établie en 1923. C'est une république turque et laïque, mais sunnite. Et l'islam turc est un islam qui est un islam d'État, avec des imams qui sont nommés par le gouvernement. Donc finalement un islam contrôlé. Et on a toujours eu un jeu de balance dans l'histoire de la Turquie entre des poussées d'islamisme spontané et populaire et un gouvernement qui essayait de tenir la religion, de l'utiliser comme un outil politique, mais qui ne voulait pas se faire déborder par une sorte d'islam réel ou d'islam populaire. Et aujourd'hui, c'est comme si on avait eu une fusion entre finalement l'islam réel et l'islam d'État en Turquie.